En permanence, dans les tissus se trouvent des cellules sentinelles. Ces cellules, ce sont par exemple des macrophages, des cellules dendritiques et des mastocytes, qui sont dans les tissus, qui surveillent que tout se passe bien, comme leur nom l'indique. En cas de perception donc par ces cellules de signaux de danger, par exemple l'entrée d'un virus ou l'entrée d'une bactérie, ces cellules sentinelles sont capables de déclencher la réaction inflammatoire. Ce déclenchement de la réaction inflammatoire se traduit par le recrutement sur place de cellules de l'immunité innée. Donc, ici, nous voyons le cas des granulocytes et qui transitent dans les vaisseaux sanguins, qui vont sortir des vaisseaux sanguins pour se retrouver dans les tissus infectés. C'est ce que l'on appelle la diapédèse. Il n'y a pas que les granulocytes qui rejoignent les cellules sentinelles, il y a d'autres macrophages, d'autres cellules dendritiques et d'autres mastocytes. La réaction inflammatoire est une réaction qui est dite non spécifique et qui ne nécessite pas d'apprentissage préalable. Non spécifique, puisque c'est la même, quel que soit l'agent pathogène qui est entré, et pas d'apprentissage préalable, puisque vous l'avez vu, elle se déroule même au stade embryonnaire. Alors, comment se déroule ensuite cette réaction inflammatoire? Eh bien, certaines cellules, parmi celles qui sont arrivées sur place, sont capables de réaliser la phagocytose, donc elles sont nommées phagocytes. C'est le cas des macrophages, des granulocytes et des cellules dendritiques. Alors, comment se déroule la phagocytose, réalisée donc par les trois cellules précédemment citées? Donc là, le phagocyte est représenté en noir. Les phagocytes contiennent des petites vésicules, représentées ici en rose, qui contiennent des enzymes digestives et qui ont un pH très faible. Ces petites vésicules sont nommées lysosomes. Les phagocytes vont ensuite adhérer à l'élément pathogène, vont l'entourer, grâce notamment aux nombreux prolongements cytoplasmiques, et vont l'ingérer, donc l'inclure dans une vésicule que l'on appelle vésicule d'endocytose, également nommée phagosome. L'étape suivante consiste en la fusion des lysosomes et du phagosome, et donc ça donne naissance au phagolysosome. Donc, au moment de cette fusion, les enzymes digestives sont donc déversées sur l'élément pathogène. L'étape suivante, eh bien, c'est la digestion de l'élément pathogène par les enzymes digestives. Et ensuite, eh bien, il ne reste plus que des fragments de bactéries qui sont rejetés à l'extérieur du phagocyte par le mécanisme que l'on appelle l'exocytose. Suite à ces quelques éléments, nous pouvons nous poser deux questions. Quels éléments permettent aux cellules sentinelles de détecter les éléments étrangers? Mais également par quels moyens les cellules sentinelles vont recruter sur place d'autres cellules immunitaires. Voyons de suite cette partie du cours de la reconnaissance des éléments pathogènes à la libération des médiateurs chimiques de l'inflammation. Nous avons vu que l'entrée de pathogènes dans l'organisme déclenche l'activation des mécanismes de l'immunité innée. Au cours de la réaction inflammatoire, la phagocytose permet notamment l'élimination des éléments pathogènes. Alors, quelles particularités possèdent les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire, leur permettant de déclencher puis amplifier la réaction inflammatoire? Intéressons-nous dans un premier temps à la reconnaissance des pathogènes par les cellules sentinelles et le lien que l'on peut faire avec l'évolution. Donc ce que nous cherchons à savoir, je le répète, c'est comment ces cellules vont reconnaître les signaux de danger lorsqu'ils se présentent. On réalise alors une expérience avec des souris sauvages, normales donc, et des souris CD36KO. Ce sont des souris qui ont été manipulées génétiquement et on leur a supprimé du coup le gène CD36 de leur génome. Ces souris sont ensuite infectées avec un champignon. Dans un cas, c'est le champignon Cryptococcus neoformans et dans le second cas, c'est avec un champignon
Candida albicans. On mesure ensuite, pour chacune de ces souris et dans chacune de ces conditions, l'activité phagocytaire des macrophages. Ce que l'on remarque, c'est que l'activité phagocytaire des macrophages est 2 fois moins importante chez les souris CD36 KO comparée aux souris sauvages en présence du champignon Neoformans. L'activité phagocytaire des macrophages est également 2 fois moins importante chez les souris CD36 KO comparée aux souris sauvages en présence du champignon Candida albicans. Alors, on a regardé à quoi correspondait ce gène CD36. Ce gène CD36, code dont les souris CD36 KO sont privées. Ce gène CD36 code pour un récepteur qui est présent à la surface des macrophages et plus généralement à la surface des cellules sentinelles. Et ce récepteur reconnaît une molécule qui est présente sur la paroi des champignons. Il s'agit du bêta-glucane. Et donc, lorsque cette molécule est reconnue par les récepteurs, eh bien, les cellules sentinelles se retrouvent activées. On peut donc en déduire que les macrophages, et plus généralement les cellules sentinelles, reconnaissent les pathogènes grâce à des récepteurs. Le récepteur CD36, étudié ici, semble en partie spécifique des champignons, puisque les souris qui n'ont pas ce récepteur sont particulièrement sensibles, vulnérables aux champignons. Néanmoins, on voit que il n'y a pas de différence très nette en fonction du champignon, et on le comprend, tous les champignons qui possèdent ces bêta-glucanes vont être reconnus de la même manière par le récepteur, et donc déclencher strictement la même réponse. Alors ce que nous avons vu dans cet exemple, peut être élargi. Si nous prenons l'exemple des virus, par exemple, les cellules sentinelles peuvent les détecter en détectant dans les tissus infectés de l'ADN propre au virus. Donc ils vont disposer également de récepteurs qui vont détecter l'ADN viral. Donc si on prend l'exemple des virus à ADN, on va retrouver le virus de l'herpès, celui qui est responsable par exemple de la varicelle, de l'hépatite ou de la peste porcine. Alors on va retrouver également des virus à ARN, le fameux notamment coronavirus, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi la grippe, la rage, le virus Ebola, le virus responsable de la rougeole ou du VIH. Cela dispose comme matériel génétique d'ARN. Et bien nos cellules sentinelles disposent sur leur membrane de récepteurs qui vont détecter l'ARN viral. Également, on va retrouver du coup des bactéries qui peuvent compromettre notre bonne santé. Et là encore, les cellules sentinelles sont équipées de récepteurs qui vont détecter notamment des molécules qui sont spécifiques aux bactéries, notamment le LPS, lipopolysaccharide, que l'on va retrouver sur la paroi des bactéries. Donc les cellules sentinelles vont disposer de récepteurs qui seront présents sur leur membrane et qui permettent de détecter ce LPS. Alors là, encore une fois, une forme légère de spécificité, puisque peu importe peu importe la bactérie, que ce soit Escherichia coli ou un streptocoque, les deux bactéries vont posséder du LPS et seront détectées par les récepteurs présents sur la surface des cellules sentinelles de la même manière. De la même façon d'ailleurs, pour nos virus à ADN ou ARN, peu importe le type de virus, ce sont les mêmes récepteurs qui seront mobilisés et les mêmes réponses qui seront déclenchées. Les signaux de danger peuvent être du LPS bactérien, de l'ADN ou de l'ARN viral, des composants de la paroi des champignons, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, tous ces récepteurs qui détectent des signaux de danger sont appelés récepteurs PRR. Et nous allons voir juste maintenant un exemple de récepteurs PRR. Ce sont les récepteurs TLR.
Alors ces récepteurs TLR, vous en avez un exemple dans votre livre, vous pourrez aller voir. Donc ces récepteurs TLR sont enchâssés dans la membrane des cellules sentinelles, et donc forment une petite corbeille et donc vont reconnaître, par exemple ici, de l'ARN viral. Alors chez l'homme, on a identifié 13 TLR différents. Donc les différentes molécules TLR, donc appelées TLR1 jusqu'à TLR13, peuvent donc se combiner et faire autant de récepteurs différents qui reconnaissent des motifs moléculaires propres aux pathogènes. Alors on a comparé la molécule TLR4, la protéine TLR4, chez 3 espèces, donc la souris, la poule et l'humain. Et donc on remarque un fort pourcentage d'identité, 67,2% de similitude entre la protéine TLR4 de la souris et la protéine TLR4 de l'homme. On a également une forte ressemblance entre la protéine TLR4 de la poule et celle de l'homme, puisqu'on est à plus de 45%. Et on a 43,3% d'identité entre le TLR4 de la poule et le TLR4 de la souris. Donc, on peut donc en déduire que, eh bien, ce fort pourcentage d'identité témoigne d'une origine commune de ces molécules TLR4, donc qui reconnaissent des motifs moléculaires propres aux pathogènes. Donc, une origine commune au moins, pour les vertébrés, hein, poules, souris et humains, et donc une forte conservation au cours de l'évolution des mécanismes qui permettent de reconnaître les éléments pathogènes. Pour terminer, 2 éléments qui viennent approfondir tout ce que nous avons vu. D'une part, les mécanismes de reconnaissance sont non spécifiques. Ils sont considérés comme non spécifiques puisqu'ils reconnaissent des molécules très larges partagées par de nombreuses espèces pathogènes. Mais également, 2e point, ces récepteurs PRR vont faciliter la phagocytose, puisqu'ils permettent une meilleure adhésion du phagocyte avec l'élément pathogène à phagocyter. À présent, à vous de travailler pour montrer l'importance des médiateurs chimiques de l'inflammation dans le déclenchement, mais également dans l'amplification de la réaction inflammatoire. Pour ce faire, vous aurez à réaliser un schéma fonctionnel. Dès qu'il est terminé, vous pouvez me l'envoyer via École Directe. Bon courage!